c'est des petits biscuits. Que tu en avais le vert et le bleu. Donc, chers camarades, je vous remercie d'être venus aujourd'hui et si nous sommes venus, c'est pour célébrer d'abord, commémorer une victoire qui était la nôtre, qui est peut-être une de nos dernières grandes victoires. Et cette victoire, vous le savez, a été volée, a été enterrée par le traité de Lisbonne. Et si nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est parce que le combat que nous avions mené, nous continuons à le mener. Mais comme vous le savez, 2007-2008, ce nom qui a été aussi le nom des Hollandais, quelques mois après nous, ils avaient voté à 61% contre ce traité, a été enterré par le traité de Lisbonne qui a repris les dispositions du TCE et qui est passé en force au Parlement. D'où cette Marianne bâillonnée qui souffre de ce déni démocratique. Mais heureusement aujourd'hui le combat recommence avec la victoire de Syriza, la victoire de Podemos. Les espoirs que ça soulève, car tout ce que nous avions dit contre cette Europe et contre ce TCE, c'est absolument confirmé. Donc nous sommes là aujourd'hui pour continuer à dire non. Et je vais laisser la parole maintenant à plusieurs personnes qui ont mené la campagne en 2005. Martine Billard, dans un premier temps, Lim Wang Nok, dans un second, suivi de Vangelis Goulas, qui, représentant de Syriza, viendra justement donner l'espoir dont nous avons besoin, et Éric Coquerel qui conclura. Je vous remercie et pour toujours, non à cette Europe. Bonsoir à toutes et tous. Je crois que c'est pas un hasard si on se retrouve ensemble aujourd'hui, notamment pour ceux qu'on lâche, tous ceux qui ont mené la campagne contre le non, parce qu'effectivement cette campagne elle a débouché sur une certaine recomposition à gauche du Parti Socialiste, dont le Parti de gauche est une de ces expressions de la recomposition en France, de cette bataille qui a été une bataille populaire. Alors je voulais vous dire deux mots, Mathilde a parlé de déni de démocratie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé par rapport au TCE, le traité constitutionnel européen en 2005, c'est pas le seul déni de démocratie de cette Union européenne. Le premier déni de démocratie, il avait lieu au moment du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, au Danemark, le Parlement danois l'adopte par 74% des voix. Il est soumis à référendum selon la constitution danoise. Les électeurs le rejettent par référendum par 50,7% des voix. Que va-t-il se passer? Les électeurs devront revoter et cette fois-ci on les sommera de bien voter parce que c'est ainsi que ça se passe dans cette Europe. On aurait pu se dire que c'était une exception. 2001, traité de Nice. Les Irlandais le rejettent par 54% des voix. Que se passe-t-il? Les Irlandais devront revoter en octobre 2002 pour que cette fois-ci le traité soit adopté. Donc vous voyez que le déni de démocratie qui a eu lieu autour du TCE n'était finalement déjà que le troisième déni dans cette Union européenne. Pour ce qui nous concerne, effectivement, en France, le traité constitutionnel européen a été rejeté par 55% des voix. Il a été rejeté ensuite par les Hollandais, le 1er juin, par 61% des voix. Que s'est-il passé? Dans les deux cas, les gouvernements de ces deux pays ont décidé que finalement le peuple, c'était quand même sacrément difficile, qu'on ne savait jamais ce qu'il allait décider et que donc il fallait mieux se passer du peuple et que les ratifications soient faites par les parlements. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est ce qui s'est passé aussi en France, j'y reviendrai. Quatrième déni de démocratie sur un quatrième traité, c'est le traité de Lisbonne, la fameuse réécriture du TCE. Les Irlandais, encore eux, ils ont de la suite dans les idées, comme vous voyez, le rejettent par 53,4% des voix. Que se passe-t-il? On les fait revoter une nouvelle fois. Voilà la réalité de cette Union européenne. Quand on nous expliquait au moment du TCE que c'était une union démocratique, qu'il fallait accepter ce traité constitutionnel pour justement plus de démocratie. Et nous, nous nous battions contre. Nous nous battions contre parce que nous ne voulions pas
que soit inscrit dans une constitution le modèle libéral, le modèle de la concurrence libre et non faussée, le modèle de la forteresse Europe, parce que c'était aussi ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette campagne? Maintenant, on est habitué, mais à l'époque, on avait été tous très choqués. Mais ça avait déjà été le cas, justement au moment du traité de Maastricht pour les Danois, au moment du traité de Nice pour les Irlandais. À chaque fois, les médias sont à la pointe de la campagne pour le oui. Les grands partis, partis de la droite libérale ou partis de la social-démocratie libérale, sont aussi à la pointe pour le oui. En France, jusqu'à ce qu'il y ait une couverture commune de marche entre Hollande et Sarkozy, jusqu'à ce qu'il y ait des réunions publiques communes entre le Parti socialiste français qui était pour le oui et l'UMP. On a vu ça dans notre pays. On a eu le droit donc à un matraquage monstrueux, parce que l'organisation de ce référendum faisait que seul le Parti communiste, représenté au Parlement, avait le droit de faire campagne, alors que c'était la seule force, donc dans les autres forces de gauche représentées au Parlement, qui étaient pour le non. Le Parti communiste à l'époque avait partagé son temps de parole à la télévision pour que d'autres personnes s'exprimant pour le non puissent participer. Et puis il y a eu cette gigantesque mobilisation populaire. Ils essayaient de faire croire que ce texte était trop compliqué, qu'il fallait voter oui sans essayer de comprendre. Et les Français se sont emparés du texte. Partout, dans la moindre bourgade, il y a eu des réunions pour expliquer, ligne à ligne, article par article, en quoi ce traité était dangereux pour la souveraineté nationale, était dangereux pour notre modèle social, était dangereux pour l'écologie, parce qu'on essayait aussi de nous faire croire que c'était une avancée. Et comme pour le traité de Maastricht, comme pour le traité de Nice, ils ont utilisé les mêmes arguments pour disqualifier ceux qui étaient contre. Ils nous expliquaient que ce n'était pas un vote raisonné, c'était un vote de la peur, que ce n'était pas un vote sur le texte, mais qu'en fait dans chaque pays on votait contre notre gouvernement au lieu de se préoccuper de l'Europe, que l'extrême gauche osait faire campagne avec l'extrême droite, c'est un langage dont on a l'habitude maintenant, c'est une campagne continuelle, que c'était un vote de repli nationaliste, un vote xénophobe, un vote populiste, un vote anti-européen. Voilà tout ce à quoi on a eu droit. C'était surtout une campagne de mépris pour le peuple, parce que pour eux, tous ces puissants, tous ces gens bourrés de fric, quand le peuple ose dire non, ils ont une seule analyse, c'est que ce peuple est mal éduqué, c'est que ce peuple ne comprend rien. Voilà leur vision du plan. Et alors, avec ce grand argument, à l'époque, c'était pas « il n'y a pas d'autre solution », c'était « il n'y a pas de plan B ». Voilà ce qu'il nous expliquait. Voilà le déni de démocratie auquel nous avons été soumis depuis des années. Et à chaque fois, il nous expliquait, de toute façon, vous êtes obligés d'adopter parce qu'il n'y aura pas de renégociation. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le TSE. Ils n'ont pas renégocié, ils l'ont explosé de manière différente et ils l'ont fait ratifier par le Parlement. C'est ce qu'ils font constamment. Ils ne tiennent jamais leurs engagements. Ils ne respectent jamais leurs paroles. Nous l'avons vu avec Hollande qui n'a pas renégocié le TSCG. Nous le voyons avec le fameux traité sur le grand marché transatlantique, TAFTA, TIPP, selon qu'on utilise les abréviations françaises ou anglaises. En 2014, plus d'1 million de signatures ont été récoltées dans le cadre de ce qui s'appelle l'initiative citoyenne, prévue par le fameux TSE, repris par le traité de Lisbonne. Donc on nous expliquait justement que c'était une grande avancée démocratique et qu'il fallait voter pour le TSE justement pour cette initiative citoyenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le million de signatures a été déposé selon ce qui est prévu dans le texte du traité de Lisbonne. La Commission européenne a rejeté la possibilité d'examiner cette pétition. En janvier 2015, la Commission européenne a lancé une consultation sur son site à propos, toujours, de ce fameux traité de commerce international. Plus de 150 000 personnes se sont exprimées, si elles ne s'étaient jamais produites sur aucun autre texte du Parlement européen. 90% de ces 150 000 personnes ont pris position contre le TAFTA, et notamment contre les fameux tribunaux d'arbitrage privés. Que s'est-il passé? Hier, la Commission de commerce international a voté, avec les votes des partis socialistes européens, a voté pour le TAFTA et pour le traité et pour les tribunaux d'arbitrage. Il faut souligner d'ailleurs que le seul qui a eu du courage et qui a voté contre, c'est Emmanuel Morel. Je crois que c'est important de le souligner, député du Parti socialiste français. Et il faut aussi souligner une absence très remarquée de quelqu'un qui donne beaucoup de leçons sur sa radicalité, soi-disant, Marine Le Pen. Marine Le Pen, une fois de plus, était absente au moment du vote important. Alors,
je crois qu'il ne faut pas oublier. Effectivement, nous nous sommes battus pour le non, contre ce traité, et nous continuons la bataille. Parce que ce que nous disions en 2005, que ce traité revenait à mettre dans la Constitution un modèle de société qui était le modèle de la société libérale, qui était un modèle contre le progrès humain, contre la planète, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et le peuple grec est en train de vivre aujourd'hui avec la tentative de l'Union européenne d'imposer un modèle qui est le modèle qui a été rejeté dans les urnes par le peuple grec en menant Syriza aujourd'hui au gouvernement. Alors la bataille commencée en 2005, elle continue aujourd'hui, 10 ans plus tard, et elle doit continuer encore plus fort aux côtés du peuple grec. Pas un soutien ne doit manquer au peuple grec et au gouvernement de Syriza. Il y a 10 ans, on était beaucoup plus nombreux sur cette place. Mais bon, je suis très content de vous retrouver ici. J'ai fait partie des animateurs du non-socialiste à l'époque. Et ça fait du bien aujourd'hui de se retrouver en famille, enfin avec vous. Car pendant ces 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Martine vient de le rappeler. Si vous vous souvenez bien, il y avait dans le titre 3 du traité constitutionnel, gravé dans le marbre, disait-on à l'époque, les principes des politiques économiques néolibérales. Et nous avions dit non à ces politiques libérales. Nous étions 55% à l'époque. Un sondage dit que nous serions aujourd'hui 62%. Comme quoi les choses ne sont pas fondamentalement arrangées. Et elles se sont d'autant moins arrangées que moi j'ai pu voir au Parlement européen, où j'ai fait un séjour de 5 ans, que ce que nous avions refusé par la porte est revenu ensuite par la fenêtre. Le fameux titre 3, il a été aggravé sur bien des points dans les directives qui ont ensuite été adoptées, pas seulement au Conseil européen par les États, mais aussi en codécision avec le Parlement européen. Et évidemment, tout ça n'est pas très démocratique, mais par la voie démocratique où le Parlement s'est prononcé, eh bien, beaucoup de libéraux, de gauche comme de droite, ont par la suite adopté les principes des politiques économiques libérales. Je ne vais pas vous faire la liste. Le six-pack, le two-pack qui aujourd'hui nous impose des politiques budgétaires d'austérité dans tous les pays. Et puis comme ça, si ça ne suffisait pas, eh bien les États en ont rajouté une louche à travers le traité budgétaire qui a été adopté de façon intergouvernementale, là par-dessus le Parlement européen, parce que la chancelière Merkel à l'époque avait convaincu M. Sarkozy que le six-pack et le two-pack ça ne suffisait pas et qu'il fallait imposer le principe de la politique budgétaire néolibérale avec l'équilibre budgétaire dans des lois organiques et dans les constitutions des différents États européens. Ça a été fait avec le traité budgétaire et vous le savez, malheureusement, c'est passé par voie parlementaire et le peuple, une fois de plus, n'a pas été consulté dans cette affaire. Alors, quand je dis que les États ont une responsabilité, je veux dire par là, évidemment, que l'Europe n'est pas l'Europe démocratique et fédérale que certains vendent. L'Europe, malgré la monnaie unique, reste une Europe des États. Alors, ça reste une Europe des États, et c'est la raison pour laquelle tout se décide aujourd'hui entre les États au Conseil. Le Parlement, malheureusement, a un pouvoir trop faible. Et quand il a le pouvoir, malheureusement, il est plutôt libéral et il adopte les textes comme je l'ai indiqué. Mais comme l'Europe aujourd'hui est pilotée essentiellement par les États, ça se décide au Conseil européen, où, vous le savez, c'est la voix prépondérante de l'Allemagne qui donne le là. Et en l'occurrence, l'Allemagne a imposé les principes de l'ordolibéralisme dans les textes européens qu'elle a ensuite convaincu la Commission et le Parlement européen d'adopter. Et je vais ici envoyer une petite pique à nos amis verts. Jean-Luc a raison. Jean-Luc a complètement raison de poser
poser la question allemande? Justement parce que c'est au Conseil que ça se passe, et que c'est au Conseil que la France aurait dû contredire l'Allemagne sur bien des sujets, et notamment sur les politiques d'austérité. Et là-dessus, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, la France a démissionné face à l'Allemagne sur la question des politiques d'austérité. Alors pourquoi nous, avec les frondeurs au Parti Socialiste, nous avons ouvert un débat? Pourquoi la France a-t-elle démissionné? Est-ce que parce que le président de la République est psychologiquement plus faible que le précédent? Oui. Non, on fait de la politique, on ne fait pas de psychologie. Regardons les faits. La réalité, c'est que le président de la République croit fondamentalement que les politiques de l'offre sont les seules politiques possibles. Et ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle il n'a pas contesté le traité budgétaire et pour laquelle il ne conteste pas la voix de l'Allemagne quand il s'agit de ne pas venir en aide au peuple grec. Il y a une raison de fond. C'est parce qu'il pense que ce qu'il appelle le sérieux budgétaire est la bonne politique, et que les réformes structurelles, à savoir tout ce que vous avez vu avec la loi Macron et ce qui se passe autour du débat sur le code du travail, eh bien, tout ça doit être appliqué. Parce que fondamentalement, ces politiques libérales qui sont appliquées par l'Allemagne et que l'Allemagne demande aux autres pays européens d'appliquer, eh bien, ne sont pas fondamentalement mises en cause par l'actuel exécutif qui pense qu'il n'y a pas fondamentalement d'alternative, comme l'a affirmé le Premier ministre. Donc le vrai problème, il est là. Et nos amis grecs sont ici. Et nous devons demander à l'exécutif d'appuyer l'exécutif grec au Conseil face à l'Allemagne. Et là-dessus, il pourrait avoir l'aval des exécutifs des pays du sud de l'Europe qui souffrent autant que nous de l'austérité. Et l'austérité aujourd'hui, c'est une réalité qui a des conséquences importantes. Alors ça s'appelle en termes techniques la déflation. Mais la déflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande tend à être inférieure à l'offre, si bien que les prix sur certains marchés baissent. C'est ça qui se passe. Vous avez aujourd'hui des politiques économiques qui ont cassé la dépense publique et la dépense privée en baissant le pouvoir d'achat et en appliquant l'austérité budgétaire et salariale dans tous les pays d'Europe. Et si tous les pays font ça, à l'évidence, il ne suffit pas d'être un grand économiste pour savoir que, au bout du compte, c'est la demande européenne qui baisse. Et c'est ça la cause fondamentale de la déflation. Alors, ne vous trompez pas, on vous dit que la reprise est là. Mais si vous regardez, les prix du pétrole qui avaient baissé sont en train de remonter. Donc, ça ne va pas faire long feu. Et l'euro qui avait baissé est en train de remonter. Donc, ça ne va pas faire long feu non plus du côté de la compétitivité. Et le vrai problème, c'est que l'application des politiques d'austérité va approfondir la crise et ne va pas nous permettre d'inverser la courbe du chômage. Nous ne sommes pas sortis de cette affaire. Alors on nous dira, c'est pas l'austérité, c'est le sérieux budgétaire. Alors évidemment, quand on se coupe une main alors que les autres se coupent un bras, ça se voit un petit peu moins. Mais allez voir dans les hôpitaux où on demande aux gens une austérité de 3 milliards. Je ne sais pas si vous avez écouté France Inter ce matin, mais nos amis hospitaliers qui sont aujourd'hui en lutte vous témoigneront que les hôpitaux ça ne peut plus fonctionner avec ces politiques d'austérité. Donc voilà, le débat il est engagé en France, en Grèce et en Europe. Alors, discuter tout à l'heure en aparté avec Martine, oui, nous avons peut-être perdu 10 ans après le référendum gagné. Il y avait une dynamique pour faire autre chose. Et pour que les 55% du non, dont la plupart étaient des partisans d'un non de gauche, est un candidat digne de ce nom en 2007. On aurait pu le faire. On l'a pas fait. On a perdu du temps. Alors heureusement, vous, au parti de gauche, vous êtes partis en éclaireur. Vous avez montré peut-être la voie. Syriza ensuite a repris le flambeau de cette lutte contre le non aux politiques libérales en Europe. Et ils ont gagné. Et ils ont réussi à le faire. Alors, vous le savez tous, il y a en ce moment un congrès au Parti Socialiste où on risque d'accoucher d'une souris. Moi, ce que je souhaite, c'est que
eh bien, vous qui avez montré la voie, un grand nombre de socialistes viennent vous rejoindre et le plus rapidement possible. Merci. Si Podemos venceremos, c'était le 23 janvier à Omonia qui ont créé ce slogan. Et ici en France, 10 ans après le nom français au traité européen, c'était déjà une victoire du peuple français. À l'époque, en Grèce, comme en plusieurs pays, l'avis du peuple n'a pas été demandé. Et pour un sujet de telle importance, les parlements nationaux, ils ont décidé oui. Et moi, j'ai vécu personnellement depuis la Grèce ce nom du peuple français comme une première contestation du libéralisme en Europe. Un espoir vite bafoué, mais nous avons jamais cessé la lutte. Depuis 10 ans, les salariés en Europe, le peuple d'Europe, subissent des attaques de libéralisme sans précédent. La Grèce est devenue l'exemple d'application concrète de ces dictats de cette Union européenne, le résultat concret de ces traités, de ce bafouement du nom. Les politiques se résument dans une phrase: faisons la crise une opportunité. Utiliser la situation concrète pour renforcer la politique néolibérale. Les éléments fondamentaux du programme qu'ils ont suivi lors de la crise n'étaient pas nouveaux. Nous avons vécu l'intensité de l'offensive néolibérale. La montée historique de Syriza en Grèce est devenue le contrepoids au projet politique d'austérité et à la montée générale de l'extrême droite en Europe. Le peuple grec a prononcé non pas un, mais plusieurs noms, a prononcé son propre nom. Il y a 3 mois, le peuple grec a confié à Syriza un mandat gouvernemental. Le gouvernement grec légifère et négocie avec ses partenaires et les constitutions au nom de la grande majorité sociale, mais aussi au nom de la justice et de la démocratie. Sur cette négociation, en parallèle, ce gouvernement met en place des engagements programmatiques pour l'établissement d'un modèle fort, juste, démocratique et productif. Et à ce moment, une négociation grecque avec ses partenaires sont arrivés dans un stade où nous sommes prêts dans un accord. Le nombre de moyens mis en œuvre pour propager les pairs. Les déclarations qui abondent et les flux diplomatiques ont bien sur un objectif: obliger le nouveau gouvernement à céder aux pressions de ses partenaires, à appliquer les mesures prévues par le mémorandum, de nouvelles coupes dans les retraites, des licenciements massifs, l'augmentation du taux de TVA, la liquidation du bien public, et en appliquant une asphyxie financière. Le dernier versement du FMI et du mécanisme européen de stabilité en Grèce était décaissé en avril 2014. Depuis, la Grèce a payé 17 milliards d'euros sans pouvoir emprunter ni des marchés ni du mécanisme de stabilité. S'il y aura un accord, ce sera un accord sans austérité, sans franchir les lignes rouges du gouvernement qui sont devenues les lignes rouges du peuple grec. Si cet accord ne parvient pas rapidement, le gouvernement grec ne peut pas garantir le paiement de ses obligations face au FMI. S'ils insistent à nous étrangler, si nous serons devant l'obligation de choisir entre payer les salaires et des retraites d'un côté ou payer le FMI de l'autre côté, les séances du 5 juin, le gouvernement donne la priorité au peuple grec, ça c'est clair. Nous avons fait des concessions dans quelques sujets. Il s'agit d'une négociation. Mais maintenant, c'est aux partenaires à le faire. On ne peut pas reculer de nos lignes rouges. Pas un pas en arrière. Les lignes rouges du peuple grec ne seront pas franchies et s'il veut nous pousser devant un impasse, la parole sera donnée au peuple grec. Le choix sera du peuple grec. Le gouvernement étudie aussi maintenant 5 alternatives
en se préparant pour toute éventualité. Il n'existe pas de impasse dans la démocratie. En échec, la négociation ouvrira la boîte de Pandore pour l'avenir de l'idée européenne à l'Europe. De l'idée européenne. Et M. Schäuble avait déclaré que le suffrage universel ne change pas le traité. Et M. Thompson, en 2011, qui avait déclaré aussi que les Grecs décèrent un salaire de 300 €. Donc, ce monsieur, 10 ans après le nom du peuple français et après la victoire des forces progressistes en Podemos et Izquierda Unida en Espagne, en Barcelone, la réponse du peuple est toujours non à l'Europe néolibérale. Oui à la démocratie, nous avons besoin de grandes alliances et de forces progressistes sur les lignes claires et anti-austéritaires pour y arriver. Du 20 au 27 juin se tiendra une grande semaine de mobilisation européenne. Rome, Berlin, Londres, Athènes, Madrid, Paris et dans de nombreuses autres villes. À l'appel des mouvements sociaux grecs, à Paris, il y aura une manifestation samedi 20 juin de Stalingrad à la République. Nous dirons aux institutions, aux dirigeants européens, cette Europe de M. Schäuble n'est pas la nôtre. Les alternatives existent. Les luttes du peuple en Grèce, en Espagne, en France, au Portugal, sont porteurs de l'espoir pour construire une Europe sociale. Multiplions des assemblées, des rassemblements et des initiatives. Manifestons tous ensemble samedi 20 juin à Paris. Nous vaincrons, camarades. Venceremos. Alors effectivement, Mathilde l'a dit, il y a 10 ans on était là, presque là, donc il y a 10 ans, dans 2 heures on était installés sur une tribune. À cette heure-là, je me rappelle, j'étais dans un restaurant, bistrot-restaurant du 11e arrondissement avec une grande partie des animateurs du nom de gauche sur le traité constitutionnel européen. Et comme il y a toujours des fuites, à cette heure-là, on commençait à apprendre que décidément ça sentait bon. Alors après, on a été quelques-uns, ceux que l'on a appelés les porte-paroles du nom de gauche, à se retrouver effectivement sur cette tribune. Je me rappelle notamment avec nous la présence de Jean-Luc Mélenchon, la présence de François Delapierre, à qui je pense très fort ce soir, et je dirais à Lim que finalement il y a quelques prédécesseurs socialistes qui ont par la suite très bien tourné. Je lui souhaite de faire de même. On s'est retrouvés là et on a fêté une victoire absolument inédite, parce que pour la première fois, nous pouvions montrer que ce que nous représentions à gauche était majoritaire. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, la première question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de notre 29 mai? Martine y a répondu tout à l'heure de manière détaillée, donc je n'aurai pas besoin de faire la même liste des vilainies qui ont été faites au nom de l'Union européenne. La première chose, évidemment, 2 ans après, c'est le traité de Lisbonne, avec le vote des députés de droite et la complicité totale des parlementaires socialistes, à part, encore une fois, ceux qui avaient fait campagne pour le non. Ça a été non seulement un contournement de la souveraineté populaire sur le moment, mais nous ne mesurons pas à quel point l'onde portée de ce saccage démocratique continue à hanter la démocratie française. Parce qu'à partir du moment où vous envoyez un signal à un peuple qui à 70% vient voter à un référendum, ce qui est totalement inédit, qui mène un débat citoyen absolument d'ampleur là aussi inédite, qui à 55% vote pour le non, quand vous lui dites « votre vote, on n'en a rien à fiche », et comme celui des Irlandais et autres, on peut le contourner, comment après s'étonner que ce peuple considère que l'abstention vaut finalement n'importe quel vote? Et nous savons depuis, Martine l'a répété, que ça a été une redite, année après année, dont la dernière, effectivement, a été celle du président de la République annonçant qu'il ne signerait pas le TSCG s'il n'était pas renégocié, et qui a mis sa signature en septembre 2012 en base de ce document dont la paternité était celle de ce qu'il convenait d'appeler à l'époque le duo Merkozy. Lim l'a dit également, toute la suite a montré combien nous avions vu juste
dans les critiques que nous portions alors à l'Union européenne. Moi, je me souviens, il nous disait « Vous n'avez pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. » Alors aujourd'hui, on voit leur plan A. Leur plan A, c'est une catastrophe économique et sociale sans précédent. Ou plutôt si, avec des précédents. Parce que cette politique qui voit un marché libre et sans contrainte, sans droit à aucune harmonisation sociale et fiscale, qui organise un dumping généralisé sur tout un continent, avec le droit pour les capitalistes de jouer les peuples et les travailleurs des pays les uns contre les autres. Couplé à une banque centrale européenne indépendante dont nous avions dit déjà à l'époque à quel point c'était une hérésie, eh bien tout ça a entraîné l'Union européenne à être non seulement incapable de faire face à la crise financière de 2008, mais même à en aggraver les effets. Voilà aujourd'hui à quoi nous a mené son plan A. Le chômage, la précarité, la pauvreté, la casse de l'État social, la casse des services publics, la désindustrialisation, je l'ai dit, le dumping généralisé, le productivisme forcené, alors même que la question du climat devrait être absolument centrale, tant à l'échelle historique, on en voit aujourd'hui les dégâts. Et puis cette austérité maladive qui étrangle les économies les unes après les autres. Tout concourt en réalité, c'est pour ça qu'il y a un précédent économique, à ramener l'Europe à cette période de récession généralisée qui a été l'apanage des années 30, avec les conséquences que nous avons connues, et sur fond de crise écologique qui, là, est sans précédent dans l'histoire. Tout concourt, parce que là aussi, à certains moments, l'histoire bégaye à ce que sur ce fond de récession, montent l'extrême droite, montent les fascistes, montent les xénophobes, montent les nationalistes, à qui on le voit, de plus en plus les élites prêtent une oreille complaisante et très souvent leur micro. 10 ans après, ils continuent à mépriser la souveraineté populaire et tout ce qui peut paraître s'opposer à l'ordre libéral. Ils ont effectivement intimé l'ordre au gouvernement de Tsipras de nier le mandat que lui a donné son peuple. À ce sujet, nous savons que l'heure de vérité approche bientôt. Parce que si aucun compromis n'est trouvé, alors même que la Grèce le demande, eh bien, la Grèce sera poussée inévitablement hors de la zone euro. Alors vous me direz, ça pourrait leur sembler une catastrophe? Eh bien non. Madame Lagarde s'est exprimée hier. Madame Lagarde, tiens, c'est pas l'Union européenne, c'est le FMI, mais on sait que la Troïka est toujours derrière ça. Madame Lagarde s'est exprimée pour dire que finalement, ça serait peut-être pas tellement un drame. Et tout de suite, qui lui a donné raison? Évidemment, Berlin. On peut même se demander si les ordres ne venaient pas de Berlin. Ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent là le doigt dans un engrenage absolument terrible, qui pourrait, dans un effet de cascade, tout simplement en finir avec leur euro. Pour voir la façon dont est traitée la souveraineté du peuple grec, il faut regarder aujourd'hui comparativement aussi comment sont traités M. Tsipras et comment est traité M. Cameron. C'est quand même un comble. M. Tsipras et ses ministres viennent voir les gouvernements européens, l'Union européenne, la Commission européenne, pour dire essayons de trouver un compromis parce que nous voulons rester dans l'Union européenne. M. Cameron vient, alors qu'il n'est pas dans la zone euro, pour dire nous voulons aggraver les traités au nom de manière de plus en plus libérale. Eh bien, regardez la façon dont méprisante dont est accueilli M. Tsipras et les courbettes qui sont faites aujourd'hui à M. Cameron. Oui, décidément, et ça va être l'une des campagnes que va mener le parti de gauche dans les jours à venir avec une nouvelle affiche des tracts. Si la Grèce était une banque, il y a longtemps qu'elle serait sauvée. Manifestement, Berlin et Bruxelles, avec la servile complicité de Paris, a décidé de prendre le risque de perdre la Grèce et de couler la Grèce. Ils prennent même un autre risque. C'est que comme nous pensions que M. Tsipras et le gouvernement grec ne renieront pas leurs engagements, si d'aventure ce qu'ils mettent sur la table finissait par s'accomplir, c'est-à-dire que
Jugeant que la situation est terrible, le gouvernement grec abandonnait certaines des promesses qui étaient faites. Je réjouis, je n'y crois pas 2 secondes. Mais en tout cas, eux le croient. Et eux le croient, ils prennent le risque dans ces cas-là d'ouvrir la voie à aube dorée en Grèce. Et décidément, il y a une chose qu'on peut se dire. C'est que de la même manière que dans les années 30, certains continuent à préférer Hitler au Front populaire. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité du capitalisme et de ces 3e actes du capitalisme. Disons-le aussi, par rapport à ce risque, il n'y a pas aujourd'hui assez de solidarité par rapport à la Grèce. Ce n'est pas normal que dans les réunions que nous faisons les uns et les autres, eh bien, nous soyons que quelques centaines à dire que nous soutenons le gouvernement d'Alexis Tsipras. Alexis l'a dit tout à l'heure, pardon, le 20 juin, il y a un appel à se mobiliser. Alors oui, nous serons ce week-end au rassemblement et au débat organisé par nos camarades du PGE. Mais nous serons plus nombreux encore dans la rue le 20 juin. C'est un devoir que nous devons non seulement au peuple grec, mais à l'idée même que nous nous faisons des sociétés et également un devoir que nous devons par rapport à notre peuple, tant ce qui se passe là-bas pourrait très bien justement être l'avenir des peuples européens. Il faut se demander maintenant ce que nous avons nous fait de notre 29 mai. Je l'ai dit, il y a un tableau morose. Pourtant, il y a aussi des signes d'espoir. Le premier, c'est que si on veut bien considérer que ce n'était pas seulement le 29 mai que nous fêtions, mais une espèce de printemps des peuples en 2005. Les Irlandais qui avaient voté non, les Pays-Bas qui avaient voté non, le fait que même dans les États, même en Allemagne, quand on interrogeait d'un sondage le peuple allemand pour savoir ce qu'il ferait par rapport au TCE, puisqu'ils n'ont pas le droit de faire des référendums, progressivement, une majorité se dessinait dans les pays européens les uns après les autres. Alors, par rapport à cette situation, je pense qu'il y a des signaux d'espoir que nous n'avions pas à l'époque. D'abord, eh bien, ça a été dit, c'est pas anodin, c'est que les nôtres gouvernent un des pays européens et peuvent montrer que oui, une politique de résistance couplée à un appel de solidarité peut arriver à faire bouger les choses, du moins je l'espère. Et puis il y a les bonnes nouvelles venues d'Espagne. Ces listes de convergence citoyenne, soutenues par plusieurs partis dont Podemos, qui ont remporté Barcelone. Imaginez la chose en France. Si demain, à la place de M. Collomb, eh bien, nous avions un maire d'un de nos partis, ou qui ne soit pas de nos partis, mais qui assière à des telles listes citoyennes, qui gouvernent au nom de notre gauche une des villes françaises, et qui peut-être même gouverneront demain Madrid. Au-delà de la chance que cela ouvre pour l'Espagne, au-delà du fait que cela casse le bipartisme entre le Parti socialiste européen et le Parti populaire, au-delà que cela renvoie à la marginalité l'extrême droite espagnole, on voit bien que c'est une brèche dans laquelle nous pouvons nous engouffrer et qui montre plus qu'encore que le 29 mai 2005, que notre gauche peut être majoritaire, que ce que nous portons, eh bien, n'est pas justement dédié à être dans des minorités. C'est au nom d'une autre vision de l'Europe, une toute autre vision de l'Europe, que Syriza en Grèce, Podemos en Espagne et nous en France nous nous battons. C'est au rebours de l'austérité, de la politique de l'offre, d'une espèce de dictamol qui se fiche des souverainetés populaires. C'est au nom de l'internationalisme, c'est au nom d'une union libre des peuples libres, et non celle de la soumission aux règles du marché, de la finance et du libéralisme. Mais c'est aussi la reconnaissance, et je parle là aux naïfs qui font semblant, soit qu'ils l'ignorent, soit qu'ils font semblant d'ignorer, que la géopolitique nationale continue à exister dans cette Europe-là. Et que oui, ce n'est pas un scandale de dire que la bourgeoisie allemande mène aujourd'hui le bateau européen et qu'elle le fait au nom de ses intérêts, au nom des intérêts des rentiers allemands qui sont tout l'inverse des intérêts du peuple allemand et des intérêts des peuples d'Europe. Voilà qui nous conduirait 10 ans après à voter plus que jamais non à cette Europe-là et à rompre à partir de la conquête des cadres nationaux. D'ailleurs, j'observe une chose, c'est que leur politique a d'autres conséquences. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce matin, il y avait un sondage paru dans le Figaro.
qui reposait la question aux Français. Qu'est-ce que vous voteriez aujourd'hui par rapport au traité constitutionnel européen? Le bilan, c'est que 62% des Français voteraient non, soit 7% de plus que le 29 mai. C'est dire s'ils ont les peuples derrière eux. Je viens de parler de l'Espagne et de la Grèce. Est-ce que nous serions si en retard en France que nous pourrions nous aussi espérer à notre tour casser la baraque? Pour ma part, je crois que nous avons des acquis que nous n'avions pas en 2005. Il ne faut pas sans arrêt se lamenter sur la situation. Si on regarde l'histoire de manière d'une longue durée, derrière les tribunes de 2005, il y avait certes une unité entre nous, mais nous n'étions pas à l'époque capables de proposer une alternative en positif. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on s'est fracassé sur le mur des présidentielles de 2007. Alors oui, ce n'est toujours pas rien. Le fait que, élection après les élections départementales, le fait que sondage après sondage testé sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, nous soyons sur un socle qui représente en gros toujours à peu près 11% de la population française, et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons évidemment bâtir. Et c'est quelque chose qui doit justement nous permettre que là aussi, il y a eu une progression par rapport politique, par rapport à mai 2005. Est-ce que c'est suffisant? Non, bien sûr. Ce n'est pas suffisant parce qu'à l'inverse de la Grèce et de l'Espagne, nous courons ici le risque. Nous ne courons pas d'ailleurs le risque, il est déjà présent. Mais que la force qui brise le bipartisme soit l'extrême droite. Nous sommes donc de plus en plus dans une bataille de vitesse par rapport à eux. Il y a urgence. C'est donc impératif qu'à partir du socle dont je vous parlais il y a quelques instants, nous soyons capables de bâtir beaucoup plus. Et là, il y a des enseignements à tirer sur ce que nous devons faire de cette victoire du 29 mai et des acquis que nous avons enregistrés depuis. Là, la leçon, disons-le clairement, vient de Grèce et d'Espagne. Il y a au moins 3 caractéristiques. La première, c'est une indépendance totale par rapport aux partis du système, que ce soit les libéraux ou les sociaux-libéraux. Je remarque d'ailleurs que c'était déjà les partisans du oui-oui, ce qu'on appelait les oui-ouistes à l'époque. La deuxième, c'est qu'il est plus que jamais nécessaire que nous soyons capables d'initier, d'entraîner, de nous mettre au service d'une implication citoyenne. Martine l'a dit tout à l'heure, en 2005, il y avait eu des réunions par centaines de comités dans lesquels nous étions très nombreux à faire de la politique au sens noble du terme, à lire les textes, à échafauder des projets alternatifs. C'est exactement ce à quoi nous devons nous atteler maintenant. Il faut être capable de déclencher des mouvements avec des structures de base, des assemblées citoyennes, des assemblées représentatives dès les prochaines régionales, où un homme ou une femme égale une voix. Et puis, troisième chose, c'est que nous devons aller vers un même mouvement, parce que la caractéristique commune de Podemos et Syriza, c'est que c'est un même mouvement, avec des structures de base, même si en Espagne, et Podemos a raison, ils essayent de déborder cela sur des listes de convergence citoyenne. Voilà ce que nous devons poser en jalon dès cette année, les régionales peuvent nous en poser, peuvent nous en donner l'occasion. Vous me direz, c'est une tâche ardue, moi je ne crois pas. C'est une affaire de volontarisme de nous tous, et notamment des formations politiques qui doivent continuer à jouer un rôle, parce que ce que je vous dis, ce que je vous décris, ne doit pas être contre les partis politiques. 10 ans après, disons-le entre nous, ça serait la meilleure manière de fêter justement la victoire du 29 mai 2005. Parce que ce qu'il reste comme question fondamentale, à partir du moment où nous pensons que nous sommes dans une période aussi dangereuse, c'est toujours la même réponse. C'est que tout ça ne va pas tenir. Leur système ne tiendra pas. Alors d'où viendra l'issue? Est-ce que l'issue viendra des fascistes, xénophobes, qui prétendent instaurer le droit du sang en France et trier les enfants selon leur appartenance ethnico-religieuse? Est-ce que ce sont ceux qui nous promettent un ordre nouveau, ceux qui nous promettent des visions de plus en plus autoritaires, tout en étant les chiens de garde du système? Martine l'a raison, à chaque fois qu'il y a des votes à faire absolument fondamentaux par rapport au système capitaliste, soit ils votent avec les autres, soit ils partent aux toilettes au bon moment, comme l'a fait Marine Le Pen lors du vote de la commission sur le TAFTA. Il y a donc une bataille de vitesse entre eux et nous. Nous, c'est-à-dire
ceux qui nous revendiquons d'une souveraineté populaire qui passe par la désobéissance européenne et la reconquête d'une 6e République à partir d'un processus constituant. Nous qui disons que nous n'oublions pas que derrière cette histoire, c'est toujours l'affrontement entre le capital et le travail, et que nous sommes du côté du travail contre le capital dans la question du partage des richesses. Nous qui disons que la République, c'est la défense de l'intérêt général, et en premier lieu, le premier intérêt général, celui de pouvoir continuer à respirer sur cette planète, parce que nous n'avons qu'un écosystème. Celui d'un monde qui propose la coopération en lieu et place de la concurrence entre les peuples, qui propose la paix au lieu des tensions derrière la bannière de l'OTAN. Celui d'un monde, pour notre part, à qui, parti de gauche, nous proposons un projet éco-socialiste. Autant de raisons de dire plus que jamais non. Il y a quelques jours au Panthéon, on a accueilli justement des gens qui, à certains moments sombres de l'histoire, ont su dire non. C'est la preuve que l'histoire reconnaît toujours ceux qui justement ont su à un moment donné résister. Oui, il faut dire non, c'est nous qui avons raison. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de Bastilles à prendre, mais nous sommes disponibles toujours pour les prendre. Merci.